Hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur WeSL. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Rigo, take a seat, non? Urongana Gilo Morosu, il est né Kirene. PDG, let's get it! We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WeSL et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, ancien footballeur, agent de joueur, homme de terrain. Et ça, c'est fondamental. L'homme que l'on nomme Amadou Konté. Take a seat, Ahmad. Ego. Comment tu vas, Frangin? Au top, au top, au top. Tu vas bien? Super, merci. Merci d'avoir accepté l'invite, Frangin. Merci à toi pour Ça fait, l'invitation. ça fait plaisir, ça fait plaisir. On est vraiment heureux de te recevoir. Partagez. Dis-moi, Ahmad, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Écoute, Amadou Konté, 41 ans, originaire de Vitry-sur-Seine. Je suis d'origine malienne, nationalité française, père de famille, j'ai des enfants. Professionnellement, je suis président d'une association sportive, Talent Sport Avenir, dans le domaine du football plus précisément. Et je suis également gérant de ma société de management, agent de joueur, donc je suis agent intermédiaire FIFA, quoi. C'est très bien. C'est très bien. À quoi ressemblait ta jeunesse, Ahmad? Parce que nous, ici, on retrace tout le parcours. On veut tout savoir. Écoute, moi, je suis un jeune de banlieue, ordinaire, qui a grandi avec un tas de potes, qui a fait des tonnes de bêtises, voilà, qui voulait s'amuser. Et un jeune de banlieue classique, tu vois, rien d'exceptionnel, tu vois. On jouait au football dehors jusqu'à minuit. Pour rentrer à la maison, on était obligé de venir nous chercher. Voilà, à l'école, on n'était pas amis avec l'école, mais bon, il fallait aller à l'école, classique. Un jeune de banlieue classique. D'accord, très bien. Et tes premiers pas alors sur le bitume, en tant que jeune footballeur, jeune vitrio qui s'acoquine un petit peu avec le ballon. Moi, j'ai commencé à Vitry, classique, hein, comme tout gamin. Tu commences à jouer au ballon dans le club de ta ville. Ensuite, je suis parti à Créteil. Créteil, c'était le meilleur club du coin de la région, du Val-de-Marne. Et j'ai fait toute ma formation à Créteil. Je suis passé un petit peu par le centre de formation de Beauvais. J'y suis pas resté très, très longtemps. Et ensuite, j'ai commencé une carrière professionnelle à 19-20 ans qui a duré à peu près une dizaine d'années. Carrière professionnelle modeste, je le précise, hein, parce qu'il y a plusieurs catégories de carrière. Ça, faut le préciser. Donc voilà plus ou moins comment ça a commencé, quoi, pour moi. Très bien. Et du coup, c'est toi qui es allé frapper à la porte de Créteil? Regarde, tu sais, tu commences dans ta ville, catégorie, le niveau il est assez bas. Alors il y a les grandes chez toi qui te disent t'as le niveau pour aller au-dessus, t'es le meilleur de ton équipe, etc. Donc tu devrais aller voir ailleurs, te frotter aux meilleurs. Déjà des villes de proximité dans un premier temps. J'ai été faire une détection à Créteil. Ça s'est bien passé et j'y suis resté à peu près 5-6 ans, quoi. Ok, très bien. Et t'avais quel âge à ce moment? J'ai commencé à Créteil, j'étais en U13. À l'époque, on disait moins de 13. Et j'y suis resté jusqu'à mes 19 ans. Et comme je te l'ai dit plus tôt, il y a eu un bref passage à l'AS Beauvais, à l'époque étant en Ligue 2. Mais j'y suis resté 6 mois. D'accord, très bien. Et à Créteil, alors, ils t'ont appris quoi? Ils t'ont appris à te structurer? T'as senti une nette différence par rapport à Vitry? Oui, mais après, ça reste un club amateur, enfin, avec un statut professionnel, parce que l'équipe première était quand même en Ligue 2, mais il n'y a pas de centre de formation à Créteil. À ce jour, il n'y a toujours pas de centre de formation. C'est un petit peu voilà, le bémol. C'est que quand t'es gamin, ta priorité, c'est d'intégrer un centre de formation. Donc, si tu veux, pour moi, Créteil, c'était vraiment le club de transition avant d'atteindre un centre de formation.
Et j'y suis arrivé. Hein. Mhm. La preuve, c'est que j'ai intégré l'AS Beauvais, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais mieux à Créteil. J'étais mieux à Créteil. Ah bon? Ouais, j'étais mieux à Créteil. Je t'explique pourquoi. Parce que à Créteil, c'est le fonctionnement d'un club amateur, en fait. Tu t'entraînes 3 fois par semaine. Et quand tu intègres un centre de formation, parce que moi, je l'ai intégré, j'avais déjà 17 ans. Assez tard. Généralement, tu l'intègres plus à 15 ans. Donc, quand je l'ai intégré à 17 ans, le centre de formation, j'avais du mal un peu avec les règles, entraînement tous les matins. Ensuite, tu allais au centre, une bonne hygiène de vie, rester dans la chambre, parce que le centre de formation, c'est des chambres, et ainsi de suite. Sachant qu'à Créteil, j'avais une certaine liberté, je jouais avec mes potes, je sortais jusqu'à pas d'heure. Donc j'ai eu du mal et j'ai fait qu'une saison, 6 mois, et je suis revenu après à Créteil, quoi. D'accord, très bien. Et du coup, de retour à Créteil, cette fois-ci, tu te fais repérer par Porto. Moi, comment ça se passe en fait? Ouais. C'est Porto qui te détecte? Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je suis à Créteil, je m'accroche au football parce que avec les copains, si tu veux, c'est l'âge où on commence à faire beaucoup de bêtises. Et je commence à avoir beaucoup de sollicitations pour aller faire de grosses bêtises. Donc, c'est le moment où c'est un tournant vraiment, vraiment capital dans ma vie, j'ai envie de te dire, même pas dans ma carrière. Et si tu veux, d'une semaine à l'autre, je passe du quartier Vitry au FC Porto avec des joueurs de renommée comme, pour les plus anciens, comme Deco, Maniche, qui est venu un petit peu après lui. Il y avait Victor Baya, Costinha, passé par Monaco, qui m'ont pris un petit peu sous leurs ailes. Mais bon, c'était une expérience incroyable. Je te dis, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, c'est le destin. Enfin, c'est le destin, ouais, ça devait se passer comme ça, quoi. Et c'était à peu près en quelle année? Ça, c'était en 2001. 2001? Ouais, 2001. D'accord. 2001. J'ai signé au mois de janvier, lors du mercato de janvier. Voilà, j'ai commencé les 6 premiers mois à Créteil et ensuite j'ai atterri là-bas en janvier. Et là, cette fois-ci, nouveau monde. T'atterris à Porto. Tu mets tes pieds dans un grand club. Comme tu l'as si bien dit, des joueurs de renom qui deviendront même champions d'Europe 3 ans après. Exact. Mais pour un jeune de 20 ans, comment ça se passe dans ta tête? Je veux dire, là, tu te dis, ça y est, maintenant, je suis professionnel, je rentre dans un nouveau monde, ou tu es quand même en train de regarder ce qui se passe derrière toi? Alors, quand je te dis ça, je pense à Vitry. Je pense aux potes qui sont restés. Non. Déjà, financièrement, je passe de rien à un contrat assez intéressant, tu vois. Pour moi, qui tournait avec des primes de match à Créteil, on me propose un contrat assez intéressant, j'ai 20 ans. Là aujourd'hui, excuse-moi de t'interrompre, il y a prescription. Vas-y. Aujourd'hui, je pense que tu peux donner les chiffres. Moi, je prends les 15 000 €. Ok. Voilà, mais on parle d'un mec qui prenait des primes de match, je me rappelle plus, mais ça devait être 200 €, 150, à 15 000 € par mois, en toute transparence. Donc, oui, c'est vrai que ça fait bizarre. Quand tu reçois ton premier virement, ça fait bizarre. Et ouais, tu te sens fier, quoi. Tu te sens fier, tu te dis, faut pas que je m'arrête là, il faut que j'enchaîne. Et ça a été le début, si tu veux, d'une longue aventure pour moi. Avec des hauts et des bas, ça n'a pas toujours été facile. Mais cette expérience au Portugal, elle m'aura servi pour tout le reste de ma carrière, quoi. À quel niveau? J'arrive au Portugal, je parle pas la langue. Moi, je traîne en bas des blocs, hein, je vais pas te raconter de conneries, je traîne en bas des blocs avec les poteaux, tout ça. Tu vois les mecs de ton équipe du même âge que toi, avec que des gamos, des bolides comme ça, les mecs sont avec des trousses de toilette élevées. Tu sens que tu t'es pas de leur monde, quoi. T'es pas de leur monde. Et la mentalité, elle est différente. La mentalité est différente. Au début, j'ai du mal, l'intensité des entraînements, la rigueur. Je suis pas habitué à tout ça, moi. Si tu veux, moi, j'ai signé là-bas parce que j'ai fait bonne impression. Ils ont vu que c'est un gamin qui avait du talent. Mais après, derrière, je prends une claque. Et j'ai réussi à passer ce cap de 6 mois. Et après, par la suite, ça m'a servi à pouvoir endurer l'intensité des entraînements de chaque jour, m'adapter dans un pays étranger parce que c'est pas évident.
et à la culture du pays, de ne pas rester isolé, de faire des efforts pour apprendre la langue, pour s'insérer. Tout ça, c'est très important. Tu parles couramment portugais, là? Franchement, je ne vais pas te mentir, j'ai oublié à 99%. Mais il y a d'autres langues que je maîtrise un petit peu, l'anglais, l'italien, c'est pas mal déjà, le français, tu vois. C'est très bien, c'est très bien. Et Mourinho, tu l'as côtoyé? Mourinho, il est arrivé en fin de saison. Moi, l'année quand j'arrive en janvier, Mourinho, il est dans un petit club de première division qui s'appelle Yara. Au mois d'avril, c'est déjà acté qu'il doit venir à Porto, donc il vient en fin de saison, il prend quelques séances. On s'est croisés, d'ailleurs, il parle un petit peu français. Mais moi, en fin de saison, je quitte le FC Porto. Donc l'année d'après, ils sont champions d'Europe, etc. J'y suis plus, moi, au club. Et voilà, tu as eu ta carrière. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, il ne faut pas la minimiser. Parce que depuis tout à l'heure, tu dis ma modeste carrière. C'est ce qu'on me dit souvent. Non, il y a un moment donné, tu as franchi le pas, tu es devenu professionnel. Et il y en a beaucoup qui auraient signé pour avoir ne serait-ce que ton parcours. C'était une petite aparté. Je complète ce que tu me dis. On me le dit souvent. Et ce n'est pas de la fausse modestie quand je dis ça. Pourquoi je dis ma modeste carrière? Les jeunes ont tendance à penser qu'il faut passer par Manchester ou United, Chelsea, le PSG, que c'est ça être professionnel, être un joueur professionnel. Et ça, c'est pas vrai, ça, c'est un mensonge. Et c'est important de le dire. Et c'est bien de le rappeler qu'il y a aussi ce niveau de professionnalisme. Eh ben, c'est très bien, mon frangin. C'est très bien ce que tu dis. Voilà. Tu as arrêté très tôt ta carrière, 32 ans. Tu avais fait le tour. Moi, j'ai vu ici et là que tu disais que voilà, tu avais fait le tour et que tu sentais que c'était le moment d'arrêter. Moi, je veux savoir, parce que à la fin d'une carrière de footballeur professionnel, généralement, il se dirige soit en tant que consultant, entraîneur, tu vois, mais il est rare de devenir... Enfin, agent de joueur, on en voit de plus en plus, mais ça reste quand même une minorité. Pourquoi avoir fait ce choix? Moi, j'ai pas commencé par le métier d'agent. J'ai commencé d'abord à créer mon association sportive, justement pour les joueurs en difficulté, qui sont pas conservés en centre de formation, ou des joueurs professionnels qui sont sans club, parce que tu as un tas de joueurs qui sont pas conservés dans leur club avec un statut pro, qui sont pas renouvelés, et c'est compliqué aujourd'hui, tu vois. Donc, j'ai créé une structure qui s'appelle Talent Sport Avenir dans un premier temps, dont je suis président, justement pour recueillir ces joueurs. Tu vois, je me suis inspiré un petit peu de l'UNFP, voilà, qui nous ont conseillé. À l'époque, j'étais avec un partenaire, donc ils nous ont conseillé, ils nous ont dit comment fonctionner, etc. Et ça a pris direct. Donc, on était basé sur Paris 12e, on avait les vestiaires, on avait un créneau. Tu as des joueurs qui venaient de toute l'île de France. Et avec un bon niveau, on a effectué pas mal de stages. J'ai exercé cette activité pendant à peu près 7-8 ans. Et ensuite, naturellement, je suis devenu agent. Je pense que c'était un passage qui devait se faire. Mais dans un premier temps, c'est surtout l'association que j'ai... Je dis association, mais en fait, c'est avec le fonctionnement d'une académie, si tu préfères. Académie, mais avec un milieu professionnel, semi-professionnel. Comment rester impartial face à tout ce qui t'entoure? Je m'explique. Toi-même, tu étais footballeur professionnel. J'ai lu ici et là que tu disais que tu étais tombé sur des agents véreux, sur des agents malhonnêtes. Comment toi avoir voulu justement rectifier le tir en te lançant en tant qu'agent et être droit? Ouais, comme tu viens de le citer, je suis tombé sur des agents véreux. Mais si tu veux, j'aime pas trop partir que dans cette direction, parce qu'on aime bien taper sur les agents, etc., etc. Ça va dans tous les sens. T'as des parents aussi qui sont malhonnêtes, tu vois, en toute sincérité. T'as des agents véreux. T'as des joueurs aussi qui marchent pas droit. Donc, voilà, ça va dans tous les sens. Moi, j'ai été victime, bien évidemment, d'agents véreux. Petite anecdote, quand j'arrive en Grèce, il y a un agent qui sortait d'Hibernian, un club de première ligue en Écosse. J'étais libre, donc j'avais un peu le choix de choisir, un petit peu entre guillemets. Donc, tu as un agent qui m'appelle tous les jours, qui me propose un club de première division en Grèce. C'était pas ma priorité, donc je fais traîner. Mais plus tu fais traîner, plus les effectifs sont complets, quoi. Donc, j'attends le dernier moment. Donc, finalement, j'accepte d'aller en Grèce pour ce club de première division.
Donc, j'arrive en Grèce, l'agent prend ses responsabilités. C'est pas le club qui prend le billet d'avion, c'est l'agent. Il m'installe dans un hôtel de luxe. Il n'y a pas de souci. Donc, il me dit d'attendre 24 heures, qu'ensuite, on serait reçu au club. 24 heures après, il se présente à moi. Il me dit, écoute, Amadou, il y a un petit problème. Je me suis pris la tête avec le président. Donc, du coup, tout tombe à l'eau. Et moi, je suis à l'hôtel et comme ça, je me dis, mais c'est pas possible. Et lui, la première chose qu'il me dit, c'est que moi, je suis comme toi. T'as vu, moi aussi, j'ai investi dans le billet d'avion, j'ai investi dans l'hôtel. J'aurais su, je me serais pas aventuré dans ça. Il me dit, tu comptes faire quoi? Je lui dis, écoute, je vais rentrer en France et je vais continuer à voir ce que je peux trouver, les propositions et faire le tri. Il me dit, écoute, le mercato, il est quasiment terminé. Les équipes, championnat, il va pas tarder à reprendre. Moi, je te fais une proposition. J'essaie de trouver une alternative, sachant que tu es déjà sur place, avec un club de 2e division, qui accepte de donner les conditions que tu demandes. Et au moins, ça te permet de rester en activité. Tu ne prends pas le risque de faire 6 mois sans jouer. Donc, je consulte la famille. On me dit, écoute, prends ça et tu verras ce que ça va donner, etc. Donc, on se dirige dans ce club de 2e division. Donc, effectivement, j'arrive, je suis bien reçu. La prime à la signature, le salaire, on me met dans un appartement de qualité, de très bonne qualité. Et je signe. Mais je m'aperçois que quand je signe, que le coach, il est quasiment pas au courant. Il sait à peine mon prénom et qu'il y a déjà un attaquant en place et qui est la vedette, carrément. Et là, je m'aperçois que, en fait, que j'ai signé dans un club où je n'étais même pas désiré et que l'agent voulait juste faire son coup pour pouvoir prendre sa commission. Et l'agent, je te disais que j'ai pris ma commission. L'agent, il me dit quoi, l'agent? L'agent, il me dit, Amadou, voilà ce que tu demandes, toi, pour la signature. La différence est pour moi. Moi, je lui dis, OK, à partir du moment où je prends ce que j'ai demandé, le reste, ça me concerne pas. On est d'accord. Lui, il avait réussi à négocier le double. Et une fois que j'ai signé, il a disparu, cet agent. Et du coup, je me suis retrouvé là-bas. J'ai pu être remplaçant. C'est très, très difficile. Je prenais un gros salaire. L'agent, je l'appelais, je lui disais, écoute, c'est pas sérieux. Le projet, tu ne l'as pas présenté comme ça, etc. Et lui, sa réponse était, oui, mais tu as pris une grosse somme d'argent. J'ai répondu à ta demande, etc. Donc, tu vois, c'est assez complexe. C'est pour ça que je te dis... c'est très, très complexe. Chacun veut gagner son pain. Ça va dans tous les sens. Et des histoires comme ça, je pourrais t'en raconter des milliers, quoi. Moi, j'ai un ami dont je tairai le nom, mais qui est footballeur professionnel aussi, et qui a préféré, lui, pendant sa carrière, s'éloigner des agents, justement, pour éviter les pièges, pour éviter les conflits, les potentiels conflits, parce que on peut pas dire qu'à chaque fois, tout tombe à l'eau et tout se passe mal, hein, clairement pas, on va pas rentrer dans ça, dans le fatalisme, mais voilà. Et en fait, moi, je veux que tu nous mettes en garde sur tout ce milieu-là, parce que aujourd'hui, les gens se dirigent vers des agents qu'ils ne connaissent pas. Ouais, carrément, c'est carrément ça. Il faut comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, le football est ultra populaire, il y a des sommes d'argent qui dépassent la réalité. C'est ultra médiatisé. Les chiffres aujourd'hui sortent dans les journaux. Il y a énormément de millions qui se trimballent. Donc tout le monde veut manger du gâteau. Tu vois, ça, tu peux pas le reprocher, ça. Mais j'ai envie de te dire, un joueur, il a automatiquement besoin d'un agent. Parce que le joueur, il doit faire le joueur. Il doit se concentrer à bien jouer. Voilà. Et le papa ou le grand frère, ce ne sont pas des agents. C'est pas parce que tu regardes tous les week-ends, tous les matchs de la Première Ligue, que tu connais le foot, que tu pourras négocier autour d'une table, les chiffres, etc. C'est important de mettre tout dans le contexte. L'agent est indispensable. Faut prendre le temps de le connaître. L'agent, faut l'étudier. Après, au bout d'un moment, une fois qu'il a été validé par la famille, t'as inspiré confiance, et tu sens que le projet qu'il te propose est intéressant, faut se lancer. Tout simplement. D'accord, très bien. Tu sais, aujourd'hui,
comme tu l'as si bien dit, le foot est ultra populaire. On voit les parents maintenant. Les parents qui sont ultra présents. Là où il y a quelques années, les parents laissaient un petit peu les enfants faire leur football, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une pression. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux parents, là, si tu avais un mot à leur dire? Bah, tu vois, ça me pose un problème, moi. Tu vois, ça me pose un problème. Le gamin, d'abord, tu le laisses jouer au ballon parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et malheureusement, aujourd'hui, tu as des parents qui veulent formater leur enfant, alors que le gamin, il a à peine 6 ans, 7 ans. Et comme tu l'as très bien dit, il y a quelques années, à notre époque, c'était impensable, ça. Mais encore une fois, je me répète, c'est dû à tout ce qu'on entend. Les parents, ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires comme ça, avec leur gamin qui sera le nouveau Mbappé. Alors que c'est totalement faux, ça. C'est totalement faux. Le joueur, le jeune, tu laisses jouer, qui prenne du plaisir, qui s'amuse avec ses copains. Et si à un moment, tu t'aperçois que c'est un joueur qui est super talentueux, bah, il se fera remarquer par un centre de formation et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, mettre la pression sur pas mal de jeunes, les parents qui traînent aux abords des terrains pour regarder, pour comparer avec le niveau de leur enfant, etc. Mais à cet âge-là, tu regardes même, tu l'as joué. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Tu l'as joué. Faut arrêter avec tout ça. Totalement. Ça va loin. Et est-ce que toi, de par ton expérience, de par ta nouvelle fonction maintenant, tu t'es retrouvé à ramasser des joueurs à la petite cuillère, des joueurs totalement cassés, au destin brisé? Ouais, si tu savais. Aujourd'hui, t'as des joueurs qui rentrent en pré-formation. Centre de formation, je crois que c'est 14-15 ans, que je te dise pas de bêtises. Pré-formation, tu tapes dans du 13 ans. Mais 13 ans, tu sais ce que c'est 13 ans? C'est-à-dire que le gamin, il rentre en pré-formation à 13 ans. Et si tu veux, il évolue au centre de formation jusqu'à ses 18-19 ans. Et ensuite, soit il passe pro, soit il est jeté à la poubelle. Je suis vulgaire quand je dis ça parce que il est vraiment jeté à la poubelle. Tu te rends compte, toi? Il quitte sa famille, toute son éducation, entre guillemets, elle est faite dans un centre de formation parce qu'il rentre pendant les vacances, de temps en temps les week-ends, mais c'est peu. La quasi-totalité de son éducation, il l'effectue au centre de formation. Moi, je ne vais pas cracher sur le centre de formation parce que c'est pas évident. C'est des éducateurs. Ils sont là-bas pour faire des joueurs, des champions. Mais toi, tu dis quoi, toi, au jeune qui a fait 7-8 ans en centre de formation et qui revient à la maison à 17-18 ans parce qu'il n'a pas été conservé en centre de formation? Déjà, la première des choses, il a honte. Il est archi gêné vis-à-vis de qui? Même pas de sa famille. Vis-à-vis de ses potes du quartier. Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il revient pendant les vacances, on le voit comme le futur professionnel. Et à cet âge-là, ils sont trop émotifs, les gamins. Ils comprennent pas. Alors ça commence à taper des crises. Moi, j'ai reçu des mères dans mon bureau en pleurs. Je te dis, des mères qui en pleurs, tu vois. Tu vois, limite, je faisais du social, je suis obligé de réconforter les parents. Ils me disent, j'ai tout sacrifié pour mon enfant. Je l'accompagnais, etc. On a tout fait pour lui. Aujourd'hui, nous l'ont viré comme ça, comme un malpropre, avec très peu d'explications, etc. Et ça, c'est une réalité. Et cette réalité aussi, il faut en parler, tu vois. Il faut en parler parce que, oui, les Ousmane Dembélé, les Mbappé, tout ça, c'est bien, c'est beau, tout ça. Hein. C'est vrai, c'est des modèles de réussite. Mais ces mecs-là, intrinsèquement parlant, intrinsèquement, leur talent, il est incroyable. Il faut pas se référer à ces joueurs-là, en fait. Parce que ça, c'est pas la réalité, en fait. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça. La réalité, c'est que derrière, t'as des tas de gamins qui sont pas conservés en centre de formation et qui arrivent à la maison, qui tapent des crises, ça va pas, tu vois. Et est-ce que aujourd'hui tu récoltes les fruits de ton travail, le fruit de tes efforts? Alors, moi, j'ai créé mon association au départ, c'était gratuit. C'était gratuit, on était une quarantaine, cinquantaine, des joueurs pros, tout ça. Et tu sais comme moi que quand c'est gratuit, c'est pas bénéf parce que les gens, ils respectent pas la gratuité. Malheureusement, hein. Donc après, on a mis une cotisation en place. Mais encore une fois, je faisais ça, mais c'était même pas
C'était même pas pour gagner mon pain, c'était surtout parce que je voulais créer une association, lancer un mouvement, etc. Aujourd'hui, je vis de mon activité professionnelle en tant qu'agent. Oui, je vais pas te le cacher, je prends des commissions assez importantes. Ouais, je prends beaucoup de plaisir. Mais, comme on dit, j'ai roulé ma bosse. C'est pas venu du jour au lendemain. Et je répète encore une fois, faut pas penser que pour être un agent ou pour faire une carrière d'agent, t'as pas besoin d'avoir 10 000 joueurs. T'as pas besoin d'avoir même 10 joueurs. En tant qu'agent indépendant, si tu en as 2, 3, c'est beaucoup déjà. Pour ma part, étant un ancien joueur, je sais que moi, c'est ce qui m'a manqué. Cet accompagnement au quotidien. Après un match, quand je suis pas bien. Quand j'ai un coup de barre. Quand j'ai besoin de discuter. Le projet de carrière minutieusement. Etc., etc. Par exemple, je te disais tout à l'heure, quand je suis parti en Grèce, à ce moment-là, j'avais pas d'agent vraiment proche. Parce que sinon, je n'y serais pas parti avec les mêmes conditions. L'agent aurait demandé une lettre d'invitation, il aurait été en contact avec moi, il m'aurait dit, bah, écoute, si finalement ça ne s'est pas fait avec le club de première division, bah, tu rentres, il aurait été plus mesuré. T'as vu, j'avais encore un petit peu cet esprit du ghetto, t'as capté ou pas? Ça veut dire que moi, il n'y a pas d'argent, c'est moi et moi, tu vois. Mais en vrai, c'est que t'es un gamin. Et le milieu, tu le maîtrises pas, mais tu le maîtrises pas. Et tu peux pas faire l'argent et le joueur en même temps. Ça, c'est pas possible. C'est très bien de clarifier la situation, Ahmad. C'est très bien. Et voilà, on disait que d'un côté, tu es agent et tu gagnes bien ta vie. Et de l'autre côté, avec ton asso, tu redistribues. Encore une fois, avec ton asso, tu ne gagnes pas de l'argent. Pourquoi avoir eu cette envie d'aider, justement? Franchement, c'est la passion, franchement. C'est la passion. Avant toute chose, c'est la passion, tu vois. L'oseille et l'argent, ça vient après. Et quand tu fais avec le cœur, quand tu travailles avec acharnement, avec discipline, avec sérieux, que tu t'investis, tôt ou tard, ça va payer. C'est bien. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, ça va payer. Regarde, au début, moi, je crée l'association. C'est pas pour m'enrichir. Et à travers l'association, bah, tu as des joueurs pros qui me disent, écoute, je voudrais que tu m'accompagnes dans la gestion de ma carrière. Parce que tu as les mots justes. Voilà. J'ai été accompagné par des grosses sociétés anglaises. Ils n'en ont rien à foutre. Quand ça se passe bien, ils sont là. Quand ça se passe moins bien, tu les vois plus trop. Des sociétés anglaises sont venues chez moi. Voilà, nous, on gère ce joueur. Je vais te donner les noms, t'as vu, je vais pas te raconter de conneries. Mendes, aujourd'hui, il faut savoir, un mec comme Mendes, je te dis une connerie, peut-être une vingtaine d'agents qui travaillent pour lui. Et ces agents, quand ils se présentent à un joueur, ils te disent où je travaille avec Mendes. Tu vois pas. Donc forcément, le joueur, il se dit quoi? Ah ouais, Mendes, CR7, c'est l'agent de CR7. Ils se mettent à rêver, les gamins. Donc, c'est très facile pour eux de les récupérer juste avec le nom de Mendes, qui est une marque aujourd'hui bien sûr de puissante. Mais ce joueur-là, il ne verra jamais Mendes de ses yeux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est si le joueur est moins performant, qui se retrouve en difficulté, ces mecs-là, ils ne vont pas se prendre la tête. Et ils iront prendre un autre joueur, pareil, comme ils ont fait avec lui. C'est la différence entre être accompagné par une grosse société et être accompagné par des agents de proximité où tu sais que lui, il ira au charbon pour toi. Tu vois, et moi, je rentre plus dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'aurais voulu avoir et que je n'ai pas eu. C'est très bien, c'est très bien. Et quels sont les projets futurs? Écoute, on va continuer à essayer de développer ce qu'on fait, c'est-à-dire l'intermédiation, placer des joueurs, etc. Après, je te cache pas que je suis un petit peu moins investi dans l'association parce que j'aime pas trop m'éparpiller. Là, je continue, voilà, à prendre des jeunes talents. Mais encore une fois, quand tu prends un joueur, quand tu t'engages à prendre un joueur, faut pas lui vendre du rêve, faut être sûr. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je ne suis pas dans la quantité, je suis plus dans la qualité, prendre un minimum de joueurs et les accompagner. D'accord. Et tu arrives bien à concilier vie pro, vie perso?
c'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais on essaye, tu vois, parce que c'est en même temps, voilà, la vie, tu travailles, c'est pour mettre bien ta famille aussi, tu vois, donc tu pars, c'est sacrifice, ça fait partie du sacrifice. On peut pas tout avoir. C'est vrai que ça nécessite beaucoup de déplacements. Ça nécessite beaucoup de déplacements, beaucoup de travail, beaucoup de téléphone. 24 heures sur 24, je dois être joignable téléphoniquement. J'ai pas d'heure, moi, t'as capté ou pas, j'ai pas d'heure. En période de mercato, là c'est l'été. Les gens, ils partent en vacances. Je partirai en vacances aussi, mais même en vacances, le téléphone, il est allumé, quoi, tu vois. Et s'il y a une urgence, je dois pouvoir me déplacer, tu vois. Ça, c'est important. Très bien. Et ce sera ma dernière question. Mais pour devenir agent, quel est le cursus? Alors, tu passes la licence FIFA, qui a lieu une fois par an, mais il faut savoir que peu importe où tu la passes, ta licence, peu importe le pays, elle a la même valeur. Elle a la même valeur. Elle avait la même valeur. Là, ils ont changé les lois dans certains pays. Par exemple, en Italie, la licence africaine et la licence sud-américaine n'a pas la même valeur que la licence européenne. Moi, je trouve ça injuste. Mais écoute, c'est les lois, c'est pas moi qui les fais. Mais tu dois passer ton examen. Et après, j'ai envie de te dire que la licence, c'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir le carnet d'adresse. Tu peux avoir la licence depuis pas mal d'années, mais et de ne pas faire de transactions, de ne pas faire de coups. Moi, j'ai pas mal d'agents qui sont dans le milieu depuis pas mal d'années, des noms assez importants, qui m'appellent pour des collaborations, tu vois. Donc, voilà. Donc ça, c'est important de le préciser. C'est pas la licence qui fait l'agent, c'est le carnet d'adresse. Mais en tout cas, c'est très bien de sensibiliser la jeunesse. Encore une fois, comme je te l'ai dit, nous, on regarde le tout de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? On a la version édulcorée, on a les paillettes, on a les salaires dans la presse qui sont divulgués, on a le lifestyle et forcément, on nous vend du rêve. Et aujourd'hui, on mange avec les yeux. Donc, tu comprends? On a l'impression que c'est féerique. Et toi qui as les deux pieds dedans, tu te dois de nous mettre en garde, frère. Comme tu l'as dit, on nous vend du rêve. Et ça, c'est la pire des choses. Les gamins, il faut pas leur vendre de rêve, les gamins. Ils sont pas bêtes. Et tu sais, le football, c'est pour un mec qui le pratique, c'est viscéral. C'est tellement ancré. Le gamin, il a tellement envie de réussir, il serait prêt à tout. Donc lui vendre du rêve, c'est la pire des choses. Il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est pas vrai. C'est faux. Il n'y a pas de place pour tout le monde. En centre de formation, tu fais le calcul. Donc, chaque catégorie, tu as une vingtaine de joueurs. De U13 jusqu'à l'équipe réserve. Tu arrives en équipe réserve, tu en as peut-être 2 ou 3 qui passent pro. Et parfois, tu as des générations, tu n'as aucun joueur qui passe pro. Et ces mecs-là, ils font quoi après? Là, la vraie vie, elle va commencer. Donc, cet aspect de non-réussite, il faut aussi l'inculquer. Parce que ça fait partie de la vie. Et que le football n'est pas que la vie. Mais ça, on ne l'apprend pas souvent aux jeunes. Bien. Et il faut le dire, ça. Le gamin, il ne faut pas lui vendre de rêve. Il faut lui expliquer que par le travail, tu peux y arriver. Donne-toi les moyens, mais c'est aussi possible que tu échoues. Bien. Et ça, il faut qu'ils l'entendent, les gamins. Parce que en cas d'échec, il va amortir déjà la chute. Parce qu'il aura été préparé déjà à cet aspect. Mais si tu lui dis que fais le nécessaire, tu deviendras un grand champion, etc., etc., je peux te dire que la tarte, elle est violente. Hein. Le jour où il se retrouve au quartier sans club, à 19 ans, après avoir passé 7-8 ans en centre de formation. Et il y a même des familles qui sont déchirées. Hein. Tu vois, je n'irai pas plus loin, mais le mot-clé, c'est que les gamins, il ne faut pas leur vendre de rêve. Merci et que les Mbappé, je me répète encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et des Mbappé, il n'y en a qu'un seul. Merci, Ahmad. Merci pour ces mots. Sincèrement, merci. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec Amadou Conté pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.